Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alice. Bonsoir Sabrina. Merci de vous être connectés et de vous être inscrits, surtout aussi nombreux pour ce nouveau webinar, durant lequel Alice vous donnera toutes les bases pour bien démarrer votre activité en échographie pelvienne. Alors comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans la chatbox qui se trouve juste en dessous de la vidéo et nous prendrons du coup quelques minutes en fin de session pour répondre à ces questions. Donc je vous laisse en compagnie d'Alice pour le topo et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Annelise Courbet, manipulatrice en échographie au Mans. Je pratique l'échographie depuis 2012. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une présentation sur l'échographie pelvienne femme, des trucs et astuces pour bien débuter. Je tiens tout d'abord à remercier General Electric et la commission ultrason de la FPPE pour cette nouvelle collaboration avec la présentation de ces vidéos qui permettent de partager notre expérience en échographie. Je vais tout d'abord commencer par des rappels anatomiques, donc c'est très important puisqu'il y aura une variation en fonction du statut hormonal et du cycle de la patiente. Donc l'utérus est au centre de la cavité pelvienne. Il sera en avant, vous allez retrouver la vessie et en arrière le rectum. C'est un organe qui est sous-péritonéal, contrairement aux ovaires qui seront intrapéritonéaux. Il faudra bien penser à regarder le cul-de-sac de Douglas qui est en arrière. C'est le point de déclive le plus important du pelvis. On retrouvera souvent des petites lames d'épanchement physiologiques à ce niveau. Et également penser à regarder le cul-de-sac vésico-utérin en avant qui sera la localisation de certaines pathologies. Donc la position utérine va être différente en fonction de l'angle de version ou de flexion. Vous allez retrouver bien souvent un utérus en position antéversée, antéfléchie ou rétroversée, rétrofléchie. Donc l'angle de version, ça sera l'angle que fait le corps utérin avec une ligne ombilico-coccygienne. Et l'angle de flexion, ce sera l'angle entre le corps utérin et le col. Donc l'utérus va être divisé en plusieurs parties, principalement 3 parties. Donc le col utérin qui va chapeauter le vagin. Vous retrouvez ensuite l'isthme qui est d'épaisseur plus petite, souvent aminci du fait de l'angle de version. On aura ensuite le corps utérin qui s'élargit vers sa partie distale. Et on peut également parler d'une 4e partie, le fond, qui sera utile dans la cartographie de certaines lésions. On va retrouver en périphérie la séreuse, la musculeuse qui sera le myomètre, et ensuite la partie sous-muqueuse où nous allons retrouver en intracavitaire l'endomètre qui va varier au cours du cycle et la ligne intracavitaire que l'on verra sous forme d'une bande hyperéchogène, normalement régulière. Le col aura une morphologie cylindrique, parfois un peu plus hypoéchogène, et on distinguera l'exocole au-dessus du vagin et l'endocole juste avant l'isthme. Les dimensions utérines normales pour une femme en période d'activité génitale vont varier de 6 à 9 cm suivant la parité. L'aspect de l'endomètre sera différent chez une femme en activité génitale ou ménopausée. Vous pouvez voir sur la diapositive de gauche l'aspect typique d'un endomètre qui va avoir une épaisseur qui va varier de 4 à 14 mm chez une patiente en activité génitale. Et à droite, une patiente ménopausée qui doit avoir un endomètre atrophique inférieur à 5 mm. Attention, vous pouvez avoir des patientes ménopausées, mais sous traitement hormonal de substitution. Donc il faudra bien prendre cet élément en compte, car vous allez bien souvent retrouver un endomètre un peu plus épais, qui peut être accepté jusqu'à 7 mm d'épaisseur. En fonction du cycle, donc la première partie en phase menstruelle de J1 à J5, donc vous allez retrouver un endomètre plutôt mince, hyperéchogène, avec parfois quelques caillots au niveau de la ligne cavitaire sous forme d'image hypoéchogène. La phase proliférative de J5 à J12, donc l'endomètre va s'épaissir progressivement
sous forme de 2 bandes hypoécogènes de part et d'autre de la ligne cavitaire. Son épaisseur sera comprise entre 5 et 10 mm. En phase périovulatoire, l'endomètre prendra un aspect globalement hypoécogène de J12 à J16. Et en post-ovulatoire, donc la phase sécrétoire ou lutéale, de J16 à J28, il va continuer de s'épaissir et prendre un aspect global hyperécogène. Donc attention, en fonction de l'indication, l'examen sera réalisé plus ou moins en début ou en fin de cycle. Pour exemple, un polype hyperécogène sera plus facilement visible en première partie de cycle, et un myome hypoécogène qui va être sous-muqueux, donc qui va déborder ou être dans la cavité utérine, sera plus facilement visible en deuxième partie de cycle. Une petite parenthèse sur le dispositif intra-utérin, parce que c'est quelque chose que vous allez assez retrouver de manière régulière chez une femme en activité génitale. Donc là, vous voyez un DIU au cuivre qui est très réfléchissant, avec les artefacts de bord que vous voyez de chaque côté de la tige. Donc on le repère en coupe sagittale et en coupe axiale. Donc sur la coupe axiale, on verra les 2 ailettes du stérilet qui sont perpendiculaires à la tige principale horizontale. Alors vous avez 2 mesures qui peuvent être prises, donc soit le fond cavitaire, donc la distalité de la tige du DIU jusqu'au fond de la cavité utérine qui doit être inférieure à 1 cm, ou alors la distalité du DIU avec le fond utérin qui sera inférieur à 2 cm. Attention, si vous avez un myome au niveau du fond utérin, bien sûr cette valeur sera faussée, donc ne pas hésiter dans ces cas-là à donner la distance avec le fond cavitaire. La trompe, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, alors elle n'est pas visible à l'état normal, mais lorsqu'elle est pathologique, vous la retrouverez facilement sous forme d'une image tubulée anécogène. On peut voir éventuellement sa partie isthmique en coupe axiale, comme vous le voyez là sur la diapositive de droite. Ça permet de suivre un petit peu le départ de son trajet et orienter sur la position des ovaires. Donc les ovaires, de part et d'autre de l'utérus, vont se retrouver en dedans des vaisseaux iliaques. Ce sont des ovoïdes. Ils seront plus ou moins hypoécogènes avec des follicules anécogènes qui faciliteront leur repérage. Vous allez retrouver la médullaire centrale qui sera appelée le stroma et les follicules plus ou moins périphériques. Sa distance chez une patiente, son plus grand axe chez une patiente en activité génitale, on peut accepter jusqu'à 4 cm de grand axe. Bien sûr, c'est à intégrer en fonction de la phase du cycle. Si vous avez un gros follicule dominant ou plusieurs follicules, ça peut majorer la taille de l'ovaire. Donc il faut que ce soit intégré à la période du cycle. Sa surface sera inférieure à 6 cm² et son volume à 10 cc. Un petit rappel mémotechnique du professeur Bazot, 2, 4, 6, 8, 10, 20. Ça vous donne les mesures que l'on va retrouver communément. 2 cm pour la mesure du grand axe des ovaires prépubères ou post-ménopausiques. 4 cm le grand axe maximal par ovaire. 6 cm² la surface maximale de l'ovaire en activité génitale. 8 cc chez une patiente en activité génitale. 10, ce sera la taille maximale du follicule antral, enfin des follicules antraux. Et 20, le nombre maximal de follicules antraux par ovaire accepté maintenant, avec la qualité des nouveaux échographes. L'aspect des ovaires, donc folliculaire à gauche, classique, ovoïde, avec les petits follicules anécogènes. Et à droite, vous voyez un ovaire qui est plutôt atrophique, homogène, sans follicules, chez une patiente ménopausée. L'aspect des ovaires en fonction du cycle, donc à gauche vous retrouvez les follicules antraux de taille de 2 à 9 mm, donc en première partie du cycle. Ensuite vous avez un seul follicule qui va évoluer entre J8 et J10, J8 et J12 pour arriver à maturation à 20-25 mm, donc ça sera le follicule dominant. Lors de l'ovulation, le follicule dominant va s'affaisser et vous allez retrouver un corps jaune sous forme d'une image kystique avec une paroi épaisse écogène en périphérie. Il est facilement repéré grâce au Doppler couleur car vous allez voir une couronne vasculaire périphérique.
Un mot également sur la mensuration du follicule, utile dans le cadre des comptages folliculaires antraux. Donc c'est une mesure à prendre dans deux axes orthogonaux et on donne le diamètre moyen. Donc, si vous avez un follicule qui est parfaitement rond, bien sûr une seule dimension va suffire. La préparation de la patiente, donc la vessie plutôt en semi-réplétion. Une vessie trop pleine va nous gêner et refouler éventuellement l'utérus et les ovaires. Donc on conseille de boire un demi-litre d'eau à peu près 1 heure avant l'examen. L'idéal, c'est de connaître l'indication avant de fixer le rendez-vous, car en fonction de ce que l'on cherche, l'examen sera programmé en fonction de la période du cycle. Avant de débuter l'examen, ce qui est très important, donc, c'est l'interrogatoire. Bien sûr, de connaître le statut hormonal de votre patiente. Est-ce qu'elle est en activité génitale? Est-ce que c'est une patiente ménopausée? Est-ce qu'elle est ménopausée sous traitement hormonal? Également connaître sa contraception, contraception orale, un implant ou éventuellement le stérilet. La période du cycle, première partie ou deuxième partie du cycle. La gestité qui correspond au nombre de grossesses et la parité qui correspond au nombre d'enfants qu'a eu la patiente. Pensez bien sûr aux interruptions de grossesse, c'est pour ça que le chiffre peut être bien sûr différent. Également, les antécédents chirurgicaux, est-ce que la patiente a bien toujours ses 2 ovaires, son utérus? Est-ce qu'il y a une césarienne? Est-ce que vous verrez facilement la cicatrice de césarienne au niveau de l'isthme? Donc, dans la mesure du possible, c'est un examen qui va se réaliser en 2 temps, un temps abdominal et endocavitaire. Bien s'assurer que la patiente est informée de la réalisation de l'examen par voie endocavitaire. N'hésitez pas à être descriptif. Si la patiente est vierge, bien sûr, l'examen sera totalement contre-indiqué. Vous pouvez, si la patiente n'est pas forcément réceptive à votre interrogatoire, la questionner sur le nombre de grossesses et vraiment, encore une fois, insister sur la manière dont va être réalisée la deuxième partie de l'examen. La voie abdominale, donc on utilise une sonde basse fréquence de 2 à 5 MHz. Donc cet examen est vraiment important, il faut toujours commencer par cette voie abdominale. Vous allez avoir une indication morphologique de l'utérus et des ovaires, notamment leur position, si vous avez un ovaire plus ou moins haut situé. Ce sera couplé à une étude de l'appareil urinaire qui pourrait être utile en cas de malformation utérine, pouvant être associée à une malformation rénale, ou alors pour voir éventuellement une dilatation due à une pathologie pelvienne. Donc nous allons commencer l'étude abdominale. Donc la patiente est en décubitus dorsal, la vessie en réplétion. Donc je vais commencer par une coupe axiale. Alors, dans un premier temps, pour balayer la vessie, de haut en bas, de bas en haut, en sortant toujours bien de l'organe, très important. Voilà, donc ça nous permettra déjà d'avoir une vue d'ensemble, notamment voir le cul-de-sac vésico-utérin en avant, le cul-de-sac de Douglas en arrière, où vous voyez d'ailleurs une petite lame liquidienne physiologique. On voit un utérus en position antéversée, antéfléchie. Par voie suspubienne, si on sait que la voie endocavitaire est possible, une mesure de la hauteur utérine sera suffisante. Alors là, je pense que je surestime un tout petit peu ma valeur. Voilà, donc là, 8 cm chez cette patiente multipare. Alors, j'en profite, on voit tout de suite qu'il y a un stérilet, donc structure linéaire hyperéchogène, très réfléchissante. Donc, je vous remontre pour la mesure, la distalité du stérilet avec le fond cavitaire, ou alors la distalité avec le fond utérin. En coupe axiale, donc je tourne bien sûr ma sonde à 90 degrés, on peut visualiser facilement les ailettes du stérilet de part et d'autre ici de la tige principale. Donc c'est important de bien le visualiser dans les deux sens pour être sûr qu'il n'y ait pas un caractère éventuellement transfixant au niveau du myomètre. Donc je reviens sur ma coupe sagittale. On peut également repérer l'endomètre ici, qui peut être mesuré si on n'a pas de voie endocavitaire ensuite possible.
Le vagin, il va être plus facilement visible hein, par voie suspubienne. Donc on le voit ici sous forme de 2 bandes échogènes avec une ligne centrale hyper échogène. Donc ça peut être intéressant à visualiser. On peut toujours retrouver quelques petites images un peu différentes de la normale. Voilà, on repère là assez bien le col avec l'exocole ici et l'endocole qui sera juste avant l'isthme. En coupe sagittale, donc en coupe axiale, pardon, je bec ma sonde un petit peu sur la droite et là on va retrouver donc l'ovaire. Alors on va zoomer l'image. Donc toujours essayer de bien mettre au centre hein, de votre écran l'image que vous regardez, que ce soit pour une étude optimale pour vous et également pour le correspondant. Donc, par voie suspubienne, on peut mesurer éventuellement le grand axe si vous savez que la voie endocavitaire est possible. Donc on retrouve hein, cette image ovoïde avec les petits follicules anéchogènes. Hein. Donc bien balayer l'organe de haut en bas et puis vous pouvez orienter votre sonde à 90 degrés. Là vous voyez, je retrouve le grand axe de l'ovaire. Hein. Alors, on peut retrouver un petit peu de liquide hein, autour de l'ovaire en périovulatoire, hein, tout à fait normal. Hein. Après, je bec ma sonde sur la gauche. Alors, on va avoir un ovaire gauche qui est un tout petit peu plus superficiel. Hein, donc, je diminue ma profondeur. Je vais augmenter un tout petit peu le gain général. Donc là, on est en deuxième partie de cycle. Là, on a vu que l'endomètre était assez épais, hyper échogène. Donc là, vous retrouvez l'ovaire gauche ici. Alors lui, il est un peu plus accolé à l'utérus. Hein. Donc vous voyez, la position peut être un petit peu différente. Si vous ne retrouvez pas tout de suite votre ovaire, pensez aussi à regarder au niveau rétro-utérin. Hein. Il peut facilement se retrouver en arrière ou à balayer votre utérus un petit peu plus haut, en dedans des vaisseaux, pour retrouver un ovaire assez haut situé. Donc là, ce qui est intéressant là, sur notre mannequin, c'est qu'on va retrouver une image de corps jaune. Voilà, donc cette image arrondie, alors la définition de l'image est forcément moins bonne que par voie endocavitaire, mais on voit une image arrondie, assez échogène en périphérie. Et donc grâce au Doppler couleur, on va pouvoir retrouver normalement la couronne vasculaire. Bon, là, voilà, vous voyez là, ici, en Doppler couleur, vous retrouvez un encorbellement. Alors, comme on est sur le Doppler, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse sur le Doppler des artères utérines. Donc, l'idéal, c'est de faire ça, bien sûr, par voie endocavitaire. Vous pouvez quand même les repérer par voie suspubienne. Donc, vous vous mettez au niveau des cornes utérines, au-dessus de l'isthme. Voilà, vous allez retrouver l'artère utérine droite qui est ici, là, avec l'artère descendante codée en rouge et l'artère ascendante codée en bleu. Vous avez vraiment cet aspect typique de la crosse utérine. Hein. Donc en Doppler pulsé, pardon, on va faire un tir Doppler. Donc là, c'est pas mal. Donc on va retrouver des vitesses de moyenne résistance chez une patiente en activité génitale avec cette petite encoche protodiastolique qu'on appelle le notch qui va donner une indication sur l'élasticité du vaisseau. Vous allez retrouver toujours une diastole continue qui va être inférieure à la moitié des vitesses systoliques maximales et cette diastole va traduire l'imprégnation œstrogénique de la patiente. Donc bien sûr, chez une patiente ménopausée, vous n'avez plus de diastole, tout comme chez l'enfant quand vous faites une étude pour puberté précoce. Hein. Donc ça, c'est un bon indicateur, la diastole, pour savoir s'il y a un début d'imprégnation œstrogénique. Voilà, donc une fois que vous avez bien balayé en coupe axiale et sagittale, donc n'hésitez pas encore une fois à bien remonter au niveau du pelvis si vous avez des ovaires haut situés. Et je vais également faire une petite parenthèse, vous pouvez utiliser la sonde superficielle chez les patientes assez minces qui vont permettre d'étudier plus facilement un ovaire haut situé. Alors là, on va diminuer un petit peu la profondeur.
Voilà, donc là, on retrouve assez facilement l'ovaire droit. Vous voyez, on a vraiment une meilleure définition même que tout à l'heure, hein, comme on est plus superficiel. Donc ça peut être un complément intéressant quand on sait que la patiente ne peut pas avoir un examen endocavitaire. Hein. Voilà, donc toujours, j'ai pas assez de gel. N'hésitez pas à mettre du gel, hein, vous voyez, j'ai une petite bulle d'air qui me gêne sur l'image. Voilà. N'hésitez pas à apporter une pression abdominale, hein, enfin pelvienne, même si c'est un petit peu inconfortable pour la patiente, mais vous allez vraiment améliorer la qualité de votre image. Voilà, donc j'en ai terminé avec la voie abdominale. Donc pour la voie endovaginale, on va préparer la sonde. Donc bien s'assurer d'avoir un matériel qui a été désinfecté, très important. Encore une fois, j'insiste, hein, bien expliquer à la patiente la réalisation de l'examen. S'assurer également qu'il n'y ait pas d'allergie au latex. Hein, il y a des protections de sonde qui sont sans latex, donc c'est une question aussi importante à poser. Donc vous utilisez une protection stérile. Donc vous dépliez un petit peu la protection. Toujours ajouter du gel à l'intérieur de la protection et bien sûr sur la protection. Alors, je vais essayer de me mettre en face de vous pour bien vous montrer. Voilà, donc vous chapeautez bien le haut de la sonde, vous dépliez tranquillement la protection pour ne pas la déchirer. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Voilà, donc bien s'assurer hein, qu'il n'y ait pas du tout de déchirure sur votre protection, sachant que la majeure partie du temps, quand vous avez une déchirure, c'est souvent à la préparation de la sonde. Hein. Vous avez quand même assez rarement de déchirure de votre protection pendant l'examen. S'assurer qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Et puis bien sûr, on va ajouter le gel sur la sonde qui va faciliter son introduction. Avant de passer à la présentation par voie endocavitaire, je vais vous montrer la position d'installation pour la patiente. Donc, elle sera en décubitus dorsal, les genoux repliés sur la table, voilà, comme ceci. Et on va lui demander de serrer les deux poings pour les mettre sous le bassin, voilà, de manière à faciliter votre examen. Vous aurez un angle avec votre bras qui permettra de becquer plus facilement votre sonde. Si vous avez un coussin, n'hésitez pas à le mettre à la place des poings, ce sera plus confortable pour votre patiente. Et également dans certains centres, l'idéal c'est d'avoir des tables avec des étriers qui facilitent l'examen pour tout le monde. Voilà, donc nous allons passer à la voie endocavitaire sur le fantôme prêté par General Electric. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de l'examen par voie endocavitaire. Donc on utilise une sonde de haute fréquence entre 5 et 8 MHz. Donc la patiente aura vidé sa vessie. Il est très important donc de lui expliquer l'examen avant de commencer et surtout de respecter la pudeur de la patiente. Donc vous pouvez utiliser un drap pour couvrir le pelvis éventuellement. Voilà, souvent ça facilite et la patiente sera plus décontractée. Donc pour les besoins de l'examen, là bien sûr je vais retirer le papier. Donc ma sonde est préparée avec la protection stérile. Donc vous n'avez pas besoin de toucher avec la seconde main au pelvis de la patiente. Vous introduisez simplement la sonde hein, sans écarter les lèvres. Vous n'avez pas besoin, sachant que vous avez mis du gel sur la protection stérile. Alors, vous allez rentrer doucement la sonde. Donc tranquillement. Hein. Alors là, on ne le voit pas bien parce que c'est un fantôme, mais comme ça vous permettra de bien voir la paroi vaginale. Alors, moi, je travaille dans ce sens-là, avec la sonde en haut de l'écran. Par convention, on peut travailler en sens inverse, en position anatomique, donc c'est-à-dire avec une coupe utérine en sagittale, comme sur une coupe d'IRM. Donc ça, c'est un peu opérateur dépendant. Moi, je travaille par convention dans l'autre sens. Alors, on va augmenter un petit peu la profondeur. Donc là, bien sûr, hein, nous sommes sur un fantôme, donc vous avez une image qui est modélisée. Donc on arrive en coupe sagittale pour commencer sur l'utérus. Donc par voie suspubienne, on aura déjà repéré sa position.
Donc là, on sera sur un utérus en position antéversée, antéfléchie. On va commencer la biométrie utérine par la hauteur de l'utérus, donc sur cette coupe longitudinale. Alors, si vous avez un utérus relativement rectiligne, sans angle de flexion et de version trop important, vous pouvez utiliser la droite qui va prendre le fond utérin jusqu'au col. Voilà, comme ceci. Mais l'idéal, quand vous avez un utérus avec un angle de flexion plus marqué, on utilise une distance courbe qui va permettre vraiment de bien épouser le corps, le col de l'utérus, et vous aurez vraiment une valeur correspondant à la hauteur utérine. Voilà, on va retirer la mesure. Donc, vous voyez la position de ma main. Donc, alors, pas hésiter à becquer votre sonde en fonction de l'inclinaison de l'utérus. Donc, en coupe sagittale, hein, si vous avez un utérus très antéversé, pas hésiter à baisser un petit peu votre sonde. On aperçoit d'ailleurs la vessie en avant. Ou si votre utérus est plutôt orienté en arrière, pas hésiter à remonter le poignet pour visualiser un peu mieux la partie postérieure. Donc sur cette coupe sagittale, on va également effectuer la mesure de l'épaisseur utérine. Donc perpendiculaire à la cavité utérine, comme ceci. Dans certaines indications, vous pouvez également mesurer la longueur de la cavité utérine. Donc vous partez du fond utérin, donc soit avec une droite, soit avec la distance courbe pour bien épouser les parois et être bien parallèles à votre endomètre. Ensuite, pour mesurer la largeur, donc je vais tourner ma sonde à 90 degrés. Donc pour être bien au niveau du corps utérin, donc pas hésiter à orienter ma sonde vers l'avant pour un utérus antéversé et à l'inverse vers l'arrière pour une position rétroversée. Donc là, sur cet utérus antéversé, je vais me mettre au niveau de la portion corporeale et je vais mesurer de part et d'autre la largeur utérine. Voilà, donc la biométrie est faite, donc je vais continuer mon étude morphologique. Alors, bon, bien sûr, sur ce fantôme, on va avoir quelques images pathologiques qui ont été mises exprès pour l'apprentissage de l'échographie. Donc là, ce n'est pas le sujet du jour, mais on va quand même en parler juste pour que vous ne soyez pas perturbés par ces images anormales. Donc, dans un premier temps, bien penser à sortir de droite à gauche de votre utérus. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le myomètre qui est hypoéchogène, à savoir que c'est vraiment l'échostructure de référence pour analyser les autres structures pelviennes. Donc, si vous avez un ovaire, un polype ou un myome, vous pouvez comparer l'échogénécité en fonction du muscle utérin. On va retrouver l'endomètre, là, qui est hyperéchogène, le cul-de-sac vésico-utérin en avant et le cul-de-sac de Douglas en arrière avec une petite lame liquidienne ici qui est représentée. Alors, à noter que cette image là qui est hyperéchogène, donc n'est pas visualisée en temps normal, elle peut éventuellement évoquer ici une localisation d'endométriose postérieure, mais encore une fois, ce n'est pas du tout le sujet du jour. Donc une fois que vous avez bien balayé votre utérus en coupe sagittale de droite à gauche, on oriente à nouveau la sonde en position axiale, toujours bien remonter au niveau du fond utérin, vraiment sortir de l'organe, c'est très important. On peut avoir des lésions pédiculées, donc vraiment être sûr d'être sorti de la structure et redescendre jusqu'au niveau du col. Alors également, là vous avez des images arrondies, ici hyperéchogènes ou hypoéchogènes, qui peuvent silhouetter des myomes. Alors, juste une petite parenthèse, ces myomes peuvent être classifiés selon la classification FIGO.
Cette classification permet de les cartographier. Donc pour mémoire, en fait, on va préciser si le myome est en situation plutôt isthmique, corporéale ou fundique. Également si c'est une topographie antérieure ou postérieure. Et par rapport au myomètre, si c'est une topographie plutôt sous-séreuse, donc périphérique, voire même pédiculée, intramurale ou interstitielle, vraiment quand le myome est enchâssé dans le muscle, ou alors au contact de la cavité ou en dedans, on parlera d'un myome sous-muqueux. Bien penser aussi à étudier le col qui est souvent oublié, donc vous pouvez retirer éventuellement un petit peu votre sonde. Alors ici, forcément, l'étude n'est pas optimale, on n'est pas dans des conditions réelles, mais vraiment être sûr de bien avoir vu l'exocol ou l'endocol, bien regarder en arrière s'il n'y a pas une anomalie. Voilà, donc toujours être sûr de tout avoir exploré dans son ensemble. Ensuite, alors vous pouvez aussi utiliser le Doppler. Alors le Doppler couleur ici va pas être, ça va pas nous donner grand chose. On n'est pas dans des conditions réelles encore une fois, mais ça permettra de voir la vascularisation périphérique éventuellement du myomètre, ou alors d'explorer une anomalie intracavitaire. Donc ça c'est vraiment un mode qu'il faut associer à notre étude de 2D morphologique, toujours couplé avec le Doppler couleur. Ensuite, on va passer aux ovaires. Donc, moi, je repère plutôt les ovaires donc, sur une coupe axiale. Alors, on peut voir, là encore une fois, on n'est pas dans des conditions normales, mais on peut voir parfois le départ de la trompe, la portion isthmique, qui peut éventuellement nous aider à retrouver l'ovaire en para-utérin. Donc, en axial, je vais vraiment becquer ma sonde. Alors, pas hésiter à apporter une petite pression pour essayer de s'affranchir du digestif. Ça peut être légèrement inconfortable pour la patiente, mais ça nous donne une image forcément mieux définie. Donc là, je tombe sur mon ovaire. Alors, je précise tout de suite que ce que vous allez retrouver en périphérie, alors, donc l'ovaire est ici. Ce que vous allez retrouver ici, là, c'est une image anormale. On ne va pas spécialement en parler. Ça a été, elle est là pour éventuellement une étude pathologique, mais encore une fois, là, on est dans l'étude morphologique normale de l'utérus et des ovaires. Alors, je vais essayer de recentrer mon image. Voilà, donc on retrouve l'ovaire toujours en dedans des vaisseaux iliaques. Donc si vous ne le voyez pas tout de suite, n'hésitez pas à bien becquer votre sonde, mettre du Doppler couleur pour repérer les vaisseaux iliaques et vous recherchez l'ovaire en dedans. Si vous ne tombez pas dessus, alors sachant que l'examen peut être fait à deux mains, il ne faut pas hésiter à exercer une pression abdominale sur le pelvis de la patiente pour descendre un ovaire au situé et éventuellement le figer en fait entre la distalité de votre sonde et votre main pour faciliter son exploration. La biométrie ovarienne, donc au minimum, on va mesurer son grand axe. Voilà. On peut également donner un volume, donc une coupe, vous prenez bien votre ovaire donc en coupe longitudinale avec le grand axe maximal et vous tournez votre sonde à 90 degrés et vous allez pouvoir calculer le volume. Voilà, ici qui fait 8 cc, donc qui est normal. On va pouvoir également donner une surface, alors, qui est souvent le plus reproductible. Donc vous cherchez la coupe longitudinale où vous avez le plus grand axe de l'ovaire et vous allez pouvoir effectuer avec le mode ellipse la surface ovarienne. Donc vous adaptez votre ellipse à la morphologie ovarienne. Voilà, donc ici on est à 5 cm², donc ça doit être inférieur à 6 cm². Donc pareil, toujours bien explorer votre ovaire, entrer et sortir de l'organe, très important. Vous allez repérer les petits follicules en trop habituels.
voilà, ici. Vous pouvez avoir en post-ovulation un petit épanchement au niveau de la fossette ovarienne qui va être normal suite à l'ovulation. Voilà, donc toujours vérifier donc, après l'ovaire gauche, donc ça va être exactement la même chose. Alors vous voyez là, j'appuie pas beaucoup, là j'ai une perte du signal, on voit pas bien, donc j'appuie un petit peu plus et je retrouve mon ovaire avec une bonne définition. Voilà, toujours entrer et le balayer dans les deux axes. N'hésitez pas avec le palpé abdominal pour voir s'il n'y a pas, si l'ovaire ou l'utérus bouge parfaitement. S'il n'y a pas des adhérences, ça peut être évocateur de certaines pathologies. Pareil, l'avantage de l'examen endocavitaire, c'est que vous pouvez reproduire la douleur de la patiente. Donc ça peut être également une indication sur la pathologie recherchée. Voilà. Alors, un petit conseil également, quand vous avez des utérus en position intermédiaire. Alors, c'est pas toujours évident parce que du coup, le faisceau ultrasonore, on aura une moins bonne définition, on verra pas bien le fond utérin. N'hésitez pas à revenir sur l'utérus en fin d'examen. En plus, le vagin, enfin l'utérus, l'endomètre va avoir tendance à sécréter un petit peu de liquide le fait de faire cet examen. Et souvent, vous avez une meilleure définition, une meilleure visibilité de votre endomètre en fin d'examen. Donc, pas hésiter à revenir sur la cavité utérine. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'essentiel de cette présentation par voie endocavitaire. Donc je tiens à remercier encore une fois General Electric pour leur collaboration, la commission ultrason de la FPPE. Je remercie également l'ensemble des radiologues du groupe Menimage Santé qui m'ont formé, le docteur Rabi qui a validé cette présentation et également le docteur Tissot Marie-Agnès qui a participé à ma formation en échographie pelvienne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anise en tout cas pour ce topo qui est très instructif et vraiment des plus complets et qui a généré vraiment un certain nombre de questions. Donc avant même de passer aux questions, je crois que tu avais une petite précision à refaire sur ton topo. Oui Sabrina, effectivement je n'ai pas reprécisé par voie endocavitaire la mesure de l'endomètre. Donc ça s'effectue sur une coupe sagittale de bord à bord au niveau de l'endomètre. Voilà, et non sur une coupe axiale, toujours en sagittal. Bon, parfait, il est encore plus complet du coup maintenant. Et je te propose de passer aux questions. La première question, qui est assez simple et tu vas pouvoir y répondre de manière effectivement facile. Peut-on faire une échographie endovaginale durant les règles? Alors oui, tout à fait Sabrina, ça pose pas de problème sauf si on a un refus de la part de la patiente. Après, en fonction de l'indication, ce ne sera pas la période la plus favorable pour faire l'examen, mais ça ne contradique absolument pas la réalisation de l'examen. D'accord. Je te remercie. Une question aussi un petit peu sur la partie un peu plus technique. Quelle est la durée moyenne d'un examen, donc par voie d'un bon examen, par voie suspubienne et endocavitaire? Donc ça, c'est la première partie de la question. Alors, je dirais qu'en moyenne, on va passer un bon quart d'heure sur un examen. Après, tout dépend aussi de l'indication. On va passer plus de temps sur des recherches, par exemple, d'endométriose. Si c'est un examen uniquement par voie suspubienne, l'examen sera forcément plus court. Mais je dirais qu'en moyenne, il faut un bon quart d'heure pour un examen de qualité. Je te rejoins effectivement là-dessus. Et la deuxième partie, donc du coup, du même contact, c'est faites-vous aussi les surveillances de PMA? Alors oui, tout à fait. On fait les monitorages folliculaires. C'est des examens facilement reproductibles. Donc oui, c'est pour l'échographie d'acquisition, c'est tout à fait indiqué. D'accord. Et du coup, il y a une période plus spécifique du cycle pour lequel tu fais justement ces monitorages? Alors pour le comptage des follicules en trop, ça va être réalisé dans les 5 premiers jours du cycle. Et après, pour ce qui est du monitorage d'ovulation, on va avoir une demande de la part du prescripteur à effectuer tous les 2 jours en fonction d'une période donnée. D'accord. Et est-ce qu'on peut préciser peut-être du coup ce que tu étudies exactement dans le monitoring et ce que tu donnes du coup comme indication sur ton compte-rendu? Alors sur les monitorings folliculaires, on va donner forcément la biométrie utérine.
On va mesurer la taille des ovaires, donner une surface, un volume, il ne faut pas hésiter à être le plus précis. On va compter le nombre de follicules Mhm. de moins de 10 mm, donner leur taille. Donc on va mesurer le diamètre moyen, donc prendre deux mesures orthogonales qu'on va mesurer de la paroi interne à l'autre bord interne. Et on va ensuite classer ces follicules selon trois catégories avec les microfollicules qui vont être inférieurs à 10 mm, les follicules intermédiaires de 10 à 15 et les dominants entre 15 et 30 mm. Voilà. Et puis également, on donnera l'épaisseur de l'endomètre, son aspect et pourquoi pas en fonction de la demande complétée par un Doppler. Parfait. Donc du coup, c'est assez complet en tout cas dans le compte rendu. Bah, du coup, je vais enchaîner sur les questions sur le Doppler, puisque tu parles du Doppler. J'ai une question sur les artères utérines. Dans quel cas explore-t-on spécifiquement les artères utérines? Alors, c'est pas quelque chose qu'on explore systématiquement, mais bon, Mhm. on va retrouver ce type. Enfin, ça va être intéressant d'effectuer ce Doppler dans différentes indications, notamment dans les bilans d'infertilité. On va regarder les index de résistance, index de pulsatilité, pour les problèmes d'ovulation. Mhm. Voilà, qui vont nous donner aussi des renseignements sur les index de résistance. Pour les bilans de puberté précoce, on va regarder s'il y a la présence ou non d'une diastole qui va donner l'indication sur une imprégnation oestrogénique. Et à contrario, dans le cadre de la ménopause, également pour regarder s'il persiste une diastole. Et pour les patientes qui sont sous traitement hormonal en période de ménopause. D'accord. Et en ce qui concerne le Doppler plutôt ovarien, est-ce qu'il y a des indications à l'étude du Doppler ovarien? Alors, c'est un Doppler qui va être effectué au niveau du stroma ovarien, parce que comme il y a une double artère ovarienne, ça va être assez difficile à détecter. Mhm. Donc, ça va se faire au niveau du stroma. On va tout d'abord regarder en Doppler couleur. Alors, pas hésiter à utiliser même le Doppler puissance, parce que ce sont des flux assez bas. Et pareil, hein, dans tout ce qui est bilan d'infertilité, problème d'ovulation, on va effectuer un Doppler pour regarder les index de résistance. Et cet index va d'ailleurs varier en fonction du cycle. Donc, ça va permettre de vérifier qu'il y a eu une ovulation. D'accord, parfait. Bah, du coup, j'en profite. Souvent, vous avez des sous-réglages sur vos appareils d'écho, donc n'hésitez pas à demander à vos ingénieurs d'application éventuellement des paramètres un petit peu différents pour les Dopplers, parce que tu précises ici que on peut utiliser le Doppler puissance, on peut faire des sous-réglages pour les Dopplers ovariens ou utérins avec des PRF qui sont un petit peu plus basses pour détecter plus facilement les flux et vous aider du coup pour l'acquisition en tout cas en Doppler. Donc n'hésitez surtout pas. J'ai une question un petit peu plus technique cette fois-ci. C'est avec les appareils portables, peut-on faire de l'écho pelvienne de qualité? Alors nous, où je travaille, on n'utilise pas du tout ce type d'appareil, donc je pense que tu vas être mieux placé que moi pour répondre à cette question. Oui, alors je dirais qu'il y a deux choses. Il faut différencier l'ultra portable du portable. L'ultra portable, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, on ne connecte pas des sondes endocavitaires, donc on pourra se contenter uniquement d'un examen suspibien qui n'est pas l'idéal pour une étude complète, en tout cas du pelvis féminin. En ce qui concerne les échographes portables, je dirais que tout dépend du modèle, parce qu'on peut retrouver des échos portables qui sont d'une qualité égale, voire même des fois supérieure à une plateforme que vous pouvez avoir en fait installée et qui est fixe. Donc je dirais qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'on travaille sur un échographe en tout cas portable qu'on peut pas avoir un examen de qualité. Et je dirais qu'au-delà, en plus de l'échographe, il y a surtout une bonne expertise de l'échographiste et donc du coup de vous qui joue sur la qualité de l'examen en tout cas endocavitaire. Donc en tout cas pas de souci si vous êtes ou si vous utilisez un échographe portable, vous pouvez aussi réaliser un examen de qualité à mon sens. J'ai ensuite des questions. Alors, il y a les mesures de l'endomètre selon le cycle. Pour moi, tu l'as un peu évoqué déjà. Alors oui, la mesure, j'ai détaillé en fait dans le début du topo avec la variation du cycle. On va retrouver plutôt un endomètre inférieur à 10 mm en première partie, enfin même inférieur à 8 mm en première partie de cycle et qui Mhm. va s'épaissir en seconde partie de cycle.
Donc, pour aller jusqu'à 12 millimètres chez une patiente en activité génitale. ouais, parfait. Et au pire des cas, on vous invitera à regarder le replay, puisque du coup, tu avais bien décrit en imagerie ce que ça pouvait donner. J'ai une Juste une question. petite parenthèse, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le topo, mais si vous avez une petite plage liquidienne au sein de l'endomètre, quand vous Mhm. faites votre mesure, surtout, il faut s'en affranchir. Il faut vraiment mesurer uniquement l'endomètre. D'accord, Et merci. c'est important, notamment chez les patientes ménopausées. Ok, merci Annelise. Eh ben, j'ai une même mesure, alors, quelle est la mesure de l'utérus prépubère? Est-ce que tu as une réponse à cette Alors oui, question? il faut qu'il soit inférieur à 3 cm. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il ait un aspect filiforme. Il faut que l'épaisseur du col soit inférieure au corps. Et pareil, c'est une mesure qui va s'effectuer en coupe sagittale. C'est une échographie que vous faites beaucoup en pratique ou Oui, c'est assez fréquent. c'est C'est assez assez fréquent? fréquent. Oui. Oui, il y a vraiment des mesures type à faire qui sont facilement reproductibles. Mhm. Avec la hauteur utérine, la visibilité ou non de la ligne cavitaire, le rapport corps-col qui doit être inférieur à 1. Donc voilà, vous mesurez l'épaisseur en coupe sagittale. Et puis au niveau de la taille des ovaires également. D'accord, moi c'est intéressant du coup effectivement à préciser. À préciser. J'ai une question qui est un petit peu plus liée au diagnostic, mais je te la pose quand même. Comment bien distinguer un kyste fonctionnel du kyste organique sur l'échographie pelvienne? Alors, c'est vrai que c'est une question plutôt médicale, mais je vais essayer d'y répondre succinctement. Donc, dans un premier temps, quand vous tombez sur une image liquidienne, vous allez vérifier qu'elle est bien anéchogène, sans cloison et sans végétation, et avec un Doppler couleur négatif au niveau de sa paroi. Donc, vous allez proposer un second contrôle à la patiente dans 2 à 3 cycles, si bien sûr la patiente est en activité génitale. Et vous allez surtout leur contrôler dans les 8 premiers jours du cycle pour ne pas être pollué par un follicule dominant et surtout pour vérifier l'absence de vascularisation au Doppler couleur qui pourrait suspecter éventuellement un kyste organique. Donc, si vous retrouvez ce kyste lors d'un second contrôle, on pourra éventuellement suspecter un kyste organique de type cystadénome séreux. Et l'absence du kyste pourra du coup orienter vers un kyste Kyste fonctionnel. fonctionnel. Bah, écoute, je pense que la réponse est très claire. Euh, les autres questions qui sont peut-être un petit peu diagnostiques, on se permettra sur certaines de vous y répondre, en tout cas par écrit, parce qu'on arrive au bout de la session et du temps qui nous était accordé. Donc n'hésitez quand même pas à nous poser certaines questions, on pourra toujours y répondre a posteriori. Nous vous inviterons à regarder le replay qui vous sera en tout cas communiqué via un autre mail. Et je te propose du coup, en tout cas je te remercie déjà avant tout pour ce topo de qualité et vraiment très intéressant pour ceux qui veulent se lancer sur l'échographie pelvienne. Et je te propose du coup de conclure cette session. Eh ben, merci à toi, Sabrina, encore une fois. Je remercie General Electric pour leur collaboration sur ces webinaires, ainsi que mes collègues de la commission Ultrason pour leur investissement au quotidien et Mhm. futur. Il y aura un prochain webinaire d'organiser le 3 mai sur l'appareil urinaire. Voilà, je tiens aussi à remercier tous les manipes en échographie qui sont très actifs aussi sur les réseaux sociaux pour leur partage au quotidien, parce que ça fait partie aussi d'une formation continue au quotidien et ça, c'est très riche pour nous tous. Et je vais faire un rappel aussi sur les futures journées scientifiques qui auront lieu à Nancy. La commission Ultrason avec l'AFPPE organise des ateliers d'échographie le vendredi 13 mai. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a différents sujets de proposés en ostéo-articulaire, en écho-abdominal et justement en échographie pelvienne, pardon, avec une pratique sur fantôme. Donc ça peut être intéressant pour les débutants. Voilà, c'est à peu près tout. Parfait. Je te laisse le mot de la Merci fin. Sabrina. Avec grand Eh bien, plaisir. merci à tous. À bientôt. À bientôt.